Surélevé au sommet d'un plateau, l'ancien palais épiscopal paraît défier le château et sa motte castrale. Il faut dire que le monument a bien fière allure, tant par sa position que par son architecture. Cet édifice prestigieux du XVIIIe siècle est depuis 1940 l'hôtel de ville de Blois. Véritable tour de force urbanistique, sa construction a nécessité l'ablation d'une partie des remparts. Le palais est également l'un des premiers bâtiments à profiter d'une vue privilégiée sur la Loire. Mais revenons quelque temps en arrière. À la fin du XVIIe siècle, Blois dépend du diocèse de Chartres et n'est donc pas pourvu d'un évêché. Le climat religieux de l'époque, traversé par les rivalités entre catholiques et protestants, va finalement motiver la décision de nommer un évêque à Blois. Le choix se porte sur Nicolas de Berthier. L'ecclésiastique est alors connu pour les nombreuses conversions de huguenots accomplies au cours de sa carrière. Sa nomination est d'ailleurs soutenue par la dévote Madame de Maintenon, seconde épouse de Louis XIV. Nicolas de Berthier pose ses valises à Blois dès 1692 pour étudier l'emplacement du futur évêché. Le roi tient à ce que cette entreprise n'entraîne pas de larges dépenses. Dans cette perspective, l'église abbatiale de Saint-Lomère, actuelle Saint-Nicolas, semble être la candidate idéale pour établir la cathédrale. Les bâtiments riverains, propriété de l'église, accueilleraient la résidence de l'évêque. Mais le prieur du monastère se montre peu favorable. En outre, la préférence de Nicolas de Berthier se porte sur l'église Saint-Solène, qui vient d'être réaménagée à la suite des dommages provoqués par un ouragan le 6 juin 1678. À proximité de la future cathédrale, un terrain offre une vue formidable sur la Loire. Quel emplacement rêvé pour bâtir le siège épiscopal! Le prieur de Saint-Lomère et de Berthier multiplie les démarches et les interventions auprès du roi, qui cède finalement à leur demande. Louis XIV émet cependant une condition. L'abbaye blésoise devra verser une rente annuelle de 10 000 livres au nouvel évêché et participer à l'achat des terrains. Malgré l'endettement considérable que pouvaient représenter ces exigences royales, les moines acceptent le marché afin de préserver leur monastère. Le chantier du futur palais épiscopal bouleverse profondément le tissu urbain de ce quartier. La fortification médiévale est notamment éventrée. Une première pour les remparts de Blois. En 2011, une fouille archéologique préalable à la réhabilitation des jardins de l'évêché a permis de documenter l'histoire du lieu avant la création du palais épiscopal. Les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive ont identifié une partie de l'enceinte du XIIIe siècle et son fossé. Des vestiges de murs et de caves ont également été mis au jour. Ces éléments correspondent aux maisons acquises puis démolies par l'évêché de 1694 à 1701. Le chantier a aussi révélé la présence de nombreuses sépultures appartenant à l'ancien cimetière de l'église Saint-Solène. En activité depuis le Moyen Âge, cette zone d'inhumation semble avoir disparu après le XVIe siècle. Les plans du palais de l'évêché sont traditionnellement attribués à Jacques Gabriel, architecte de la place de la Bourse de Bordeaux et contrôleur des bâtiments du roi. On lui doit aussi le fameux pont en dos d'âne, bâti à Blois en 1724 et qui porte aujourd'hui son nom. Le plus gros des travaux du palais épiscopal s'achève en 1703 avec l'exécution des accès à la cour d'honneur, la création des bâtiments secondaires et des écuries. Un an plus tard, Monseigneur Berthier peut enfin s'installer dans sa splendide résidence. L'aménagement des jardins en terrasse débute à cette période et se prolonge au cours des décennies suivantes sous l'égide des évêques successifs. Si l'extrémité occidentale de ces jardins se trouve aujourd'hui amputée par le boulevard Eugène Riffaut, le site a conservé l'agencement qui était le sien au XVIIIe siècle. En 1772, un pavillon ovale est édifié à l'est des terrasses. Son plan est l'œuvre de Collet, architecte et contrôleur du roi à Blois et à Chambord, aussi connu comme le collaborateur de Soufflot au château de Ménard. En 1791, Monseigneur de Thémines
évêque de Blois depuis 1776, est contraint à l'exil par les sans-culottes pour avoir refusé de prêter le serment constitutionnel. Il est remplacé par l'abbé Grégoire. Les révolutionnaires saluent le progressisme de cet homme d'église à la tête de combats pour la sauvegarde du patrimoine et contre l'esclavage. S'il est rarement présent à Blois, le nouvel évêque œuvre pour le bien-être des habitants de la ville. Ainsi, il transforme le jardin de l'évêché en une promenade publique très appréciée des Blésois et des Blésoises de l'époque. Au début du XIXe siècle, le palais passe aux mains du département et sert de résidence au préfet du Loir-et-Cher. En 1830, les évêques regagnent finalement leur somptueuse demeure avant que la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne vienne les en chasser à nouveau. En 1907, la ville acquiert finalement l'évêché et le transforme en musée. Mais les collections d'art sont déménagées au cours de la Grande Guerre afin d'accueillir un hôpital militaire américain. La Seconde Guerre mondiale bouleverse elle aussi l'histoire du palais épiscopal. Les bombardements de juin 1940 provoquent la destruction de l'ancien hôtel de ville, alors situé sur le Mail, et les services de la mairie trouvent asile à l'évêché. Ils ne les ont plus quittés depuis cette date. Procédons maintenant à un examen architectural de ce bâtiment d'exception. La silhouette prestigieuse de l'édifice manifeste encore aujourd'hui la volonté d'asseoir la présence de l'Église catholique à Blois. Ce message est suggéré par la situation à flanc de coteau, qui accentue la monumentalité de l'ancien palais et l'érige comme un véritable contrepoint au château. La façade sur Loire domine élégamment la ville de ses 5 niveaux. Elle s'élève sur un soubassement taluté, ouvert sur la terrasse basse par des baies plein cintre. Grâce à la vision de Jacques Gabriel, les différentes façades sont soigneusement unifiées au travers d'un style classique très épuré. À l'opposé de la cour d'honneur se trouve une partie de l'administration de la ville. Au XVIIIe siècle, ces bureaux étaient occupés par les services diocésains. Sur la façade principale, on découvre un imposant cadran solaire. Vraisemblablement réalisé sous l'épiscopat de Monseigneur Palu du Parc, il comporte une devise en latin que l'on pourrait traduire ainsi. L'heure passe, les œuvres restent. Pendant que nous avons le temps, faisons le bien. Cette mystérieuse maxime accueille chaque jour les agents de la ville de Blois et ses habitants lorsqu'ils pénètrent la cour de l'ancien palais de l'évêché qui abrite désormais les services municipaux.